Coucou les amis. Je vous avoue que je sais pas trop comment commencer cette vidéo parce que je suis venue les mains dans les poches sur cette vidéo. En fait c'est une vidéo blabla, face cam avec vous, où je vais tenter maladroitement de faire un bilan de mon année 2024. Alors, il y a tout un panel de ma vie que vous ne connaissez pas parce que j'ai pas envie en fait tout simplement de, on va dire, de vous pourrir votre existence avec ça, ou même par pudeur je pense. En l'occurrence moi c'est pas comme si j'étais youtubeuse de formation, de métier et que c'était mon unique travail. Vu que j'ai une vie sociale, une vie professionnelle, j'ai pas spécialement envie qu'il y ait ma vie privée, voilà, que je vous déballe absolument tout le linge sale de ma vie sur internet. Sachant qu'en plus, même si je n'en ai pas conscience et que je ne le sais pas, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de gens qui me côtoient au travail et dans mon cercle privé qui suivent mes vidéos que ce que je pense. Disons que souvent je me dis que, étant donné que je suis une mini youtubeuse, je suis protégée en fait. Je pense que comme personne ne me connaît, personne ne suit mes vidéos, en tout cas de gens que je connais. Et je pense des fois que je me fourvoie là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a une partie des gens que je connais qui regardent mes vidéos mais qui me le disent pas. Voilà, bah écoutez, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. J'aurais bien aimé rester anonyme sur YouTube, alors c'est complètement antinomique de dire ça. Puisque par définition, quand on se met sur internet, on ne devient plus anonyme. On va dire que j'ose espérer que rien ne fuite. Je ne vous fais pas un topo sur la vie et sur les gens. Vous savez très bien de quoi je parle. Bon. Aujourd'hui, on va faire un bilan 2024. Ce que je vais faire, c'est que par praticité, je vais aller regarder ce que j'avais annoncé que j'allais faire l'année dernière dans ma vidéo, ce que je veux changer en 2024. Alors, est-ce que j'ai réussi à tenir mes engagements? Rien n'est moins sûr. Bon, ah la pub c'est chiant. L'absorption des couches. Une couche qui fuit, ça veut dire toutes les... Heureusement que j'ai pas de couche qui fuit. 24, et bah écoutez les amis, c'est d'arrêter de culpabiliser tout simplement. Parce que je suis quelqu'un qui a une nature à culpabiliser super facilement. C'est que je culpabilise pour tout, dans tous les domaines et pour n'importe quoi. Le travail, les amis, la famille, les enfants, leur scolarité, mais aussi mon physique, ma personnalité, tout ce que je pourrais améliorer chez moi. Un sens du devoir qui est quand même relativement élevé et du coup je suis sous pression en permanence. Je fais stop les amis. Bah écoutez, pas grand chose n'a changé de ce côté-là. Je suis toujours sous pression. Alors j'essaye de relativiser, j'ai un mari qui m'aide énormément aussi à remettre l'église au milieu du village quoi. Quand je me dis que voilà, j'ai pas assez fait pour mes enfants, je pourrais faire plus d'efforts pour ma famille, des choses comme ça. Fais ce que tu peux, à hauteur de ce que tu peux. De mon point de vue, je pense faire le mieux que je peux pour essayer d'être la meilleure personne possible. Je suis ma première victime. Ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que je suis victime de moi, le fait que je m'implique trop dans tout. Alors je réfléchis beaucoup là-dessus. Hein. Je regarde beaucoup de vidéos sur la parentalité, sur les rapports avec les gens en général, mais je suis très compliquée dans ma tête et c'est pour ça que je me suis demandé à un certain moment si j'étais pas hyper sensible. L'hypersensibilité, c'est sans arrêt en train de cogiter, en train de se faire des nœuds au cerveau sur l'éducation, sur le boulot, mais aussi sur le couple. Alors, est-ce que c'est un trait féminin plus spécifique aux femmes qu'aux hommes? J'en sais rien. Il faut vraiment que en 2025, parce que là je vois bien, hein, j'ai encore super mouliné du cerveau pendant toutes mes vacances de Noël. J'ai fait des démarches envers des personnes qui m'étaient proches parce que je me suis dit allez, il faut faire un effort pour qu'on s'entende tous bien, il faut se réconcilier, parce que la vie est courte, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, parce que l'amour c'est important, la filiation c'est important, les rapports avec les amis c'est important, tout ça. Même à mettre carrément mon orgueil de côté, ma fierté de côté, mais comme me le dit le tatoué, une relation c'est à deux. Et je pense qu'il va falloir que je mette tout simplement ça en pratique quoi. Il va falloir que je pense cette année, je lâche la rampe une bonne fois pour toutes, je lâche prise en fait. Avec les personnes qui ne veulent pas de toute façon que la situation s'arrange, et ben je lâche prise et puis c'est tout, et puis advienne que pourra et chacun pour soi et Dieu pour tous, c'est vraiment dommage. C'est ça qui me rend la plus triste, c'est cette espèce d'individualisme où personne n'essaye vraiment d'aller au-delà ou de se remettre en question ou quoi que ce soit, mais je ne peux pas changer les gens en fait. Ou soit ils n'ont pas envie, ou soit ils sont pas prêts. Mais il y a une chose qui est certaine et qu'il va falloir que vraiment j'assimile une bonne fois pour toutes, si les gens ne font pas de démarche, c'est qu'ils n'ont pas envie de le faire.
C'est un peu comme un amour si vous voulez, hein. Si le mec, vous avez un crush sur lui mais il ne vous répond pas, il n'est pas intéressé. Il n'y a pas de il a pas eu le temps, il a pas pu, il avait autre chose à faire ou il sait pas ou j'en sais rien. C'est non en fait. Il n'y a pas d'autre explication plausible qu'il n'est pas intéressé. Donc voilà les amis, il faut que je prenne du large avec tout ça en 2025, c'est incroyable. Il faut vraiment que je me recentre, je pense un peu sur moi. C'est pareil avec les enfants. Je pense que peut-être je suis un peu contrôlante parce que j'ai peur pour eux. Parce que je leur dis le matin, fais attention en traversant la route, mais Maëlle va être majeure dans 1 mois, donc il y a bien un moment donné où il va falloir que je les lâche en fait. Et ça, j'ai beaucoup de mal. Vous voyez, là pour la première fois le nouvel an, Maëlle est partie le faire avec des copains, donc dans une maison avec des gens. Alors il n'y avait pas de parents, il y en a un qui a fait un coma éthylique, ils ont appelé les pompiers à quelques minutes de se souhaiter la bonne année, vous voyez. Il fut un temps, j'aurais paniqué, enfin je me serais dit mais mince, mais c'est pas possible, mais tu ressortiras plus jamais, tu vois dans quoi tu vas, machin et tout. Et puis là je me dis bah écoute c'est la vie en fait, c'est la vie qui est comme ça. Moi quand j'avais 17 ans aussi, je sortais et il y avait des gens qui faisaient des comas éthyliques. Vous voyez, en fait j'ai du mal à lâcher mes poussins en fait, j'ai toujours l'impression qu'ils ont 6 et 7 ans. Maëlle et Marius ils ont 17 ans, bientôt 18 et 16 ans. Donc c'est évident qu'il faut que je lâche la bride un petit peu. Et c'est vrai que je suis quand même assez campée sur leurs études, leur réussite, parce que je sais qu'il y a des trains à prendre dans la vie et que là c'est important, ils grandissent et qu'il faut absolument pas qu'ils se fassent, on va dire, corrompre par le chant des sirènes. Et le chant des sirènes c'est les copains, le téléphone, la flemme. Moi je sais que s'il y avait des choses à refaire dans ma propre vie, je le ferais. Et je me prendrais en main plus que ce que j'ai fait. Et j'ai aussi des regrets par rapport à certaines choses que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait à cause de cette flemme là justement, à cause de ce chant des sirènes là, à cause des copains, des sorties, des bars et tout. Alors bien sûr, moi j'avais pas la même vie, hein, parce qu'à l'âge de Maëlle, mes parents étaient en plein divorce. Je pense que j'avais aussi envie de fuir en fait la réalité des choses à ce moment-là. Mais Maëlle et Marius ne sont pas concernés parce qu'ils ont une famille stable, avec une maison stable, un environnement stable. Et j'ai pas envie en fait qu'ils refassent les mêmes bêtises que moi. Vous voyez ? Bon, on va pas parler éducation quand même trop longtemps, mais effectivement dans ces objectifs-là, le fait de me prendre trop la tête, c'est clair qu'il va falloir que 1. Je relativise, 2. Je dédramatise, 3. Je prenne de la distance. Parce que je pense aussi que les enfants ils ressentent cette fragilité chez moi et que du coup ils en jouent beaucoup, ils négocient beaucoup et ils savent très bien qu'ils peuvent me prendre par les sentiments. D'ailleurs la preuve c'est que ils viennent toujours me voir pour me demander quelque chose, jamais personne ne va voir papa. Donc ça c'est un signe. Oui mignonne, mais moi je vais faire à manger, je voulais savoir si tu voulais des pâtes ou du riz. Tu viens dans combien de temps ? Voilà, donc l'année dernière j'étais vraiment très ferme sur mes positions et je pense que cette année je vais mettre un peu de mou parce que je vais rien pouvoir y changer, vous voyez, à partir du moment où Maëlle va être majeure. Et c'est pareil pour les écrans, c'est pareil pour internet, c'est pareil pour ci, pour ça. On va pas tout autoriser du jour au lendemain, mais il va bien falloir que je m'adapte au fait qu'ils deviennent adultes, qu'ils font leurs propres choix. Et même si moi j'en chiale, qu'est-ce que je peux y faire en fait? C'est ça le problème, c'est que moi je ne suis pas omnipotente, je suis pas dans leur tête. Et c'est surtout dans la philosophie stoïcienne, on dit tu peux pas te faire de soucis pour ce que tu ne peux pas changer. Et le comportement des gens, c'est quelque chose que je ne peux pas moduler. J'ai qu'une limite, je peux pas les attacher à leur lit, vous voyez. Sous cette jolie neige, nous allons passer à ma deuxième résolution qui est de absolument continuer à faire de la musculation cette année. Oui, alors là je suis totalement d'accord, je pense que j'ai trouvé le sport idéal. La musculation ça m'a fait du bien là, ça fait 1 an du coup en plus de recul que j'ai sur ça. C'est vraiment fondamental pour moi. Quand j'arrive à la salle, c'est un peu mon refuge, en fait c'est ma deuxième maison. Je me sens bien déjà, psychologiquement quand j'arrive je me sens bien. Je vois les gens qui travaillent, ça me motive. J'aime cette petite fourmilière là où tout le monde fait son boulot et on voit les résultats sur les gens ont l'air motivés, les gens ont l'air bien quand ils font du sport. Et après je me sens toujours bien, je regrette jamais. Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Là, après les vacances, avec les fêtes et tout, enfin en plus moi j'avais mon anniversaire 2 jours avant, je me suis poussée au cul et je me suis dit non, c'est pas négociable en fait, tu vas à la salle et tu recommences. Et voilà, mais c'est essentiel, c'est fondamental. Fondamental pour ma santé physique et mentale, fondamental. Et ma troisième résolution et dernière, eh bien c'est tout simplement une leçon stoïcienne. Et ça ne sert à rien en fait de se polluer la tête avec des choses
que tu ne peux pas contrôler, comme par exemple un accident, le destin, la maladie, le réchauffement climatique. Par exemple, les réactions des autres, tu ne peux pas les prévoir. Donc il faut réussir à tout simplement prendre les choses avec un petit peu de distance, de se mettre aussi à la place des gens pour peut-être comprendre que eux non plus ne sont pas parfaits. Alors là, j'ai pas été forcément une bonne élève cette année. Parce que j'ai l'impression que vraiment je prends trop les choses à cœur. C'est compliqué en fait de trouver cette espèce de chilling, vous voyez, cette espèce de philosophie. Il y a des gens qui ont ça naturellement en eux. Ils se prennent pas la tête. Voilà, ils se prennent pas la tête, ils se disent bon, allez. Je sais pas, est-ce que c'est une nature? Parce que si c'est une nature, qu'est-ce que je peux vraiment y faire? Chasser le naturel, il revient au galop. Il faut encore, je pense, que je mûrisse tout ça. Il faut encore que je réfléchisse à tout ça parce que je le conscientise. Et ça, c'est déjà vachement bien. Parce que quand on a pris conscience de ce qui n'allait pas chez nous, on peut vraiment après passer à la phase travail. Ce qui est compliqué, c'est quand on a conscience de rien du tout et qu'on vit un peu en aveugle. Et c'est pour ça que cette année, j'ai pris la décision et j'ai rendez-vous pour la première fois là jeudi chez un psy. Voilà, je vais aller faire une petite thérapie. Et je pense que c'est très important parce que, comme disait un ami à moi qui va peut-être se reconnaître, on est tous de la viande à psy. On a tous eu des problèmes non conscientisés, vous voyez. Et il y a plein de choses comme ça en nous. Et puis même des fois, en fait, ce qui est encore plus incroyable, c'est que moi j'ai regardé des vidéos de gens, par exemple, qui faisaient des crises d'anxiété, même des attaques de panique pour vous dire, donc vraiment des trucs hardcore qui sont difficiles à vivre, vécu par des gens à qui il n'était jamais rien arrivé de traumatique, vous voyez. Là, en l'occurrence, j'avais regardé une vidéo récemment où une jeune femme, parce que ça touche beaucoup les jeunes femmes quand même, beaucoup les jeunes femmes, c'est toujours le même gibier, hein. C'est les femmes entre 18 et 50 ans, quoi, globalement, qui sont toujours atteintes de ce genre de symptômes d'anxiété. Les hommes sont beaucoup moins concernés. En fait, c'était une jeune femme qui était atteinte de troubles paniques, mais vraiment très handicapants, hein, limite agoraphobie, vous voyez, incapable de sortir, phobie sociale, hémétophobie, enfin tous les TOC en fait, tous les troubles obsessionnels compulsifs et les TAG, donc les troubles anxieux généralisés, qui puissent exister, alors qu'elle expliquait à la personne qui l'interviewait qu'elle avait eu une enfance absolument heureuse, des parents à l'écoute, gentils, présents, non divorcés accessoirement, vous voyez. En fait, elle faisait ses attaques de panique alors qu'elle avait, soi-disant, la vie de Walt Disney, quoi. En plus, il y a des terrains héréditaires, hein. Moi, je sais que ma grand-mère était très anxieuse. En fait, elle était hypocondriaque. Toute sa vie, elle a eu peur, mais de sa petite vingtaine jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à 90 ans, elle a eu peur d'avoir un cancer. Au final, elle s'est pourrie sa vie intégrale à dire « j'ai un cancer », à avoir peur, à imaginer, à anticiper cette maladie qu'elle n'a jamais eue. Quand on réfléchit à ça, on se dit mais mince, en fait elle s'est pourrie sa vie entière. Je suis d'une nature quand même un peu inquiète, un peu sensible, alors que je n'ai eu clairement pas vraiment de problème dans ma vie. Mais ça va me permettre de m'exprimer. Je pense que ça va permettre de sortir ce que j'ai envie de dire. Après, le problème qui se pose, c'est que quand on va chez le psy, qu'on fait du journaling, on essaye en fait d'extérioriser. Mais je trouve aussi qu'à contrario, ça met beaucoup le focus sur sa santé mentale en permanence. On rentre un peu en fait dans une analyse systématique et totale de ce qu'on ressent. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose finalement de se dire « Ah, alors comment je me sens ce matin? Est-ce que je me sens comme ci? Est-ce que je me sens comme ça ?» Au lieu de peut-être penser à autre chose, s'en détacher et tout simplement... pas vivre dans le déni, hein, je dis pas ça, mais lâcher du lest avec ça aussi. Peut-être que la solution c'est de se dire oh c'est bon, hein, je vais pas encore me regarder aujourd'hui le nombril à savoir si je suis à 2 sur 10 sur l'échelle du bien-être ou de l'anxiété ou quoi que ce soit. Il y a un moment donné aussi, il y a une façon un peu organique, un peu spontanée de vivre la vie. Il y a des jours avec et des jours sans. Ça c'est sûr, et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Et peut-être qu'il y a des personnes, ils ont des jours sans, mais sans pour autant se dire est-ce que je vais pas bien aujourd'hui, comment va ma santé mentale, je devrais peut-être en parler à quelqu'un. En fait non, c'est juste un jour sans et puis demain ça ira mieux, ou une période sans, et peut-être que c'est explicable aussi parce qu'il fait mauvais depuis des semaines et qu'il pleut et qu'on a plus de lumière. Nous en Normandie en fait en ce moment c'est juste cataclysmique le temps, mais vous savez on a un temps d'ensoleillement qui est tellement réduit, enfin
Peut-être que prendre une ampoule de vitamine D, vous voyez, c'est la seule chose dont vous ayez besoin en ce moment, quoi. Et de manger des clémentines. Donc voilà, je pense qu'il faut pas non plus attribuer trop de place non plus à la santé mentale, à comment je me sens et tout. En fait, ça alimente un peu sans arrêt l'autocentrage sur soi, vous voyez. Je vous ai dit, hein, cette vidéo n'a pas du tout de construction. C'est un peu à la one again. Hein. Alors, on va maintenant entamer la deuxième partie, à savoir j'ai fait une rétrospective 2024, vous voyez c'était vraiment très basé sur l'esprit et pas vraiment sur le pragmatisme. Hein. Faire une petite synthèse des réseaux sociaux, YouTube, tout ça. Peut-être que vous avez observé que j'étais moins présente en fait sur YouTube et sur les réseaux sociaux ces derniers temps. C'est compliqué, parce que en fait, quand je partage des choses, ça me rend heureuse. Quand je vous filme des vidéos YouTube, ça me rend heureuse. En fait, c'est simple, c'est même un shoot de dopamine. Quand j'ai fini de monter une vidéo et que je vous la mets sur YouTube, j'ai une joie. J'ai une joie aussi quand j'ai fini de la filmer. Vous voyez, ça m'amène de la joie. Mais c'est beaucoup de démarches, c'est beaucoup de travail. Et en fait, ces derniers temps, j'étais pas en condition super joyeuse en fait pour le faire. Et je me suis dit qu'il valait mieux que je filme pas en fait tout simplement. Mais le fait de pas filmer, ça me ramène pas de bonheur non plus. Alors je pense qu'en 2025 je vais reprendre le cours de mes vidéos, enfin je vais essayer normalement de le faire. Je fais vraiment pas beaucoup de vues, hein. Faut vraiment être motivé pour passer 10 heures à monter une vidéo pour 3000 vues à tout péter. On va dire que ça se maintient, on va dire que je stagne sur YouTube et Instagram. Mais ça c'est pas très grave parce que les réseaux sociaux c'est pas toute ma vie, YouTube c'est pas toute ma vie, c'est vraiment une toute petite partie. J'ai quand même 3 autres métiers à côté, faut le savoir. Hein. Je le rappelle, je suis prof de piano, je suis accompagnatrice d'un orchestre dans un conservatoire, donc c'est un autre métier. Je suis accompagnatrice de la classe de chant lyrique dans un autre conservatoire, mais c'est encore un autre métier et une autre façon de travailler, vous voyez. Et j'ai ma chaîne YouTube en 4e. Voilà, mais ça c'est mon petit appoint bonheur, loisir. Donc voilà, YouTube je vais continuer je pense sur le même rythme. Hein. Peut-être que j'aurai peut-être pas une vidéo par semaine, mais une vidéo tous les 10 jours, quelque chose comme ça. De toute façon, ma commu, comme on dit, dans le métier, je pense est là et restera. Enfin j'espère que voilà, vous serez toujours au rendez-vous. N'hésitez pas aussi si vous avez des envies particulières, parce que c'est vrai que des fois c'est compliqué de trouver des idées quand on travaille à temps plein et qu'on a 3 gosses et qu'il faut faire le ménage. Si vous avez des idées, surtout, ne les gardez pas pour vous, faites-m'en part et j'essaierai justement de m'en inspirer. Deuxième sujet, le piano. Vous savez que je suis pianiste et que c'est une partie de ma vie qui est pas négligeable. Là, j'ai repris des cours de piano depuis 3 semaines, 1 mois maintenant. C'est très important pour moi de travailler mon piano, c'est très important pour moi de faire des progrès techniques, ouais, de vraiment approfondir en fait. Je sais que j'ai énormément de choses à apprendre. J'ai eu cours hier soir, j'ai appris des choses sur Beethoven. Alors ça va en faire rire beaucoup parce que je pense que la plupart des gens en ont absolument rien à faire de Ludwig von Beethoven, vous voyez. Mais moi j'ai appris des choses avec ma super prof. Comment il a composé sa sonate, qu'il faut que je la joue comme ça, et que si je fais ma main gauche comme ça va faire cuculapraline, alors que Beethoven il n'a pas voulu du tout dire ça dans son mode d'écriture, vous voyez. En fait je suis en train de fouiller ce que je fais quand je joue du piano. Parce que avant en fait je jouais du piano à ma manière. Mais non en fait c'est pas comme ça que ça se passe. C'est très pointu la musique. C'est très pointu, il faut respecter le compositeur, il faut respecter l'époque, il y a des manières d'aborder la technique, il y a des manières d'aborder le phrasé, et cette prof-là m'apporte toutes ces notions-là. Elle a pris des cours avec les plus grands pédagogues et les plus grands pianistes, comme Chaumet par exemple, donné des cours au CNSM de Paris, Conservatoire National Sup. Donc c'est vraiment tous les meilleurs pianistes, ceux qui vont faire carrière ensuite, qui vont là-bas. Et ils apprennent tout ça, vous voyez, c'est comme si je faisais une école de cuisine pour être chef 3 étoiles. C'est simple et net que demain je jouerai pas comme Katia Bouniatichvili ou Yuja Wang, hein, ça c'est sûr, hein, ça j'en ai fait mon deuil. Mais au moins je me complète énormément au niveau pianistique et surtout dans ma culture générale. Ça c'est très important, j'ai envie d'écouter plein de choses, j'ai envie de découvrir plein de choses, j'ai découvert plein de compositeurs, vous voyez il n'y a pas d'âge en fait hein, pour se nourrir de ça, c'est très important. Voilà, en dehors aussi des écrans parce que j'ai mis beaucoup le holà sur les écrans, je vais quasiment plus sur mon téléphone. La seule chose que j'ai c'est les jeux vidéo quoi, mais les jeux vidéo c'est pas pareil en fait, quand vous entrez dans un Zelda vous entrez dans un scénario, c'est vraiment une vie à part, c'est pas je scroll sur TikTok d'ailleurs que j'ai désinstallé, je n'y vais plus.
Je l'ai carrément enlevé de mon téléphone. Instagram, c'est pareil, franchement, ça me fout vite le cafard en fait, hein, Instagram. Je sais pas comment mon application se démerde, mais elle est toujours en train de me suggérer des choses qui me saoulent. Vous voyez? Donc au bout d'un moment, voilà, donc j'y vais, mais très vite. D'ailleurs, quand j'y suis, le tatou il me dit ça fait 10 minutes là que t'es sur Insta, t'as pas l'air forcément très heureuse, et je lui dis ouais, c'est vrai. Et hop, bim, je ferme, je pose le téléphone et je fais mon puzzle du coloriage. Voilà, je regarde des vidéos qui me font du bien sur YouTube, voilà. Je préfère. Voilà, je vais aussi me concentrer sur mes élèves que j'adore, qui me font énormément de bien. Mes élèves, mais vous savez pas à quel point ils m'apportent dans ma vie, c'est incroyable. J'ai retrouvé du plaisir à donner des cours à mes élèves. Il y avait une période, parce que ça fait quand même 23 ans que je suis prof maintenant, donc il y avait des périodes où c'était un peu redondant en fait de faire toujours les mêmes choses, parce que c'est vrai que bon, allez, on va pas se le cacher, mais quand on est prof de piano, on apprend à faire petit poney, do miré, de croche noire quoi, vous voyez. Des fois c'est un peu frustrant parce qu'on est vraiment de base, vous voyez. Mais j'en ai quand même certains qui sortent du lot avec qui je m'éclate bien quoi, avec qui il y a des moments musicaux qui sont très sympas. Puis j'ai des élèves qui sont extrêmement doués. Et d'autres avec qui humainement c'est génial. D'être prof c'est génial. Après avec mes autres postes, je suis très contente aussi. Je suis accompagnatrice de l'orchestre. Ce qui me plaît dans ce conservatoire c'est l'ambiance, le côté humain. Il y a plein de gens que j'adore au niveau de mes collègues là-bas et avec qui clairement en fait c'est... Ben, je me sens bien en fait quand j'arrive dans ce lieu là quoi. J'arrive, je suis contente d'être là, je suis contente de voir les gens, je suis contente de faire ce que je fais. C'est le dispositif orchestre à l'école. C'est un dispositif qui a été mis en place par l'État pour pouvoir accéder aux enfants qui n'auraient pas forcément la possibilité de le faire à la musique. Et alors ça c'est génial parce qu'on voit carrément des chenilles se transformer en papillons, vous voyez, et on a des résultats avec l'orchestre alors qu'on a des enfants qui sont quand même jeunes, qui sont professionnel. C'est génial et ça je trouve que ça met du baume au cœur. Je mesure ma chance parce que j'ai quand même fait beaucoup d'établissements et je vois comment ça se passe ailleurs et je peux vous dire que cet établissement là c'est vraiment une pépite. Et sinon pour le 3e conservatoire dans lequel je travaille, c'est très tranquille. C'est limite si je mets pas mes chaussons quand j'arrive parce que je travaille avec une professeure de chant et du coup je suis son accompagnatrice pianiste, mais c'est quelqu'un de tellement doudou. Je me sens cosy, je me sens cocon, je me sens bien, je peux faire de la musique dans des conditions tellement détendues, tellement... C'est génial. Et en plus j'accompagne des chanteurs, donc les chanteurs c'est la vibration, c'est le corps, c'est l'esprit, c'est le chant, c'est tellement organique mais c'est tellement aussi psychologiquement libérateur. Enfin c'est génial. C'est génial. Je suis ravie de travailler là-bas et c'est pour ça qu'il faut que je vois vraiment cette année le verre plutôt à moitié plein que celui à moitié vide. Bon, ça c'était le petit point professionnel les amis, j'ai l'impression que ça dure une éternité, j'espère que vous êtes encore là. À titre personnel, voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'espère vraiment trouver la paix en moi, la paix avec mes décisions, être alignée avec ce que je suis et ce que j'ai envie de faire. On va peut-être arrêter cette vidéo quand même. Alors, je serais curieuse de savoir vous, quels sont vos objectifs 2025 et même votre bilan 2024. Il y a le tatoué qui me dit à table. Moi j'aime bien lire vos commentaires, ça me donne beaucoup de bonheur. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, parce que ça je vous le dis pas assez. Si vous avez envie de m'envoyer un DM pour me raconter n'importe quoi, votre vie, ce qui se passe, je suis là. Moi ça me fait plaisir de parler, ça me fait plaisir de communiquer. Parce que je réalise avec les années aussi qu'il n'y a que ça qui est important en fait. Je réalise que tout ce qui est argent, bien matériel, enfin s'accomplir on va dire dans la possession de choses, j'en reviens de plus en plus les amis, si vous saviez, mais je suis gavée de ça, j'en ai marre de ça, je m'en fous. Demain je pourrais revendre ma maison avec ma piscine, pour peu que je sois avec ceux que j'aime, qu'ils soient en bonne santé, que j'ai des amis, que j'ai des animaux, que tout le monde aille bien et qu'on ait des interactions sociales et d'amour et d'amitié. Il n'y a que ça qui compte. Le reste c'est vraiment de la gnognotte comme dirait ma mamie. Il n'y a rien qui compte plus que les rapports humains, l'amour, l'amitié, les interactions, l'empathie. Il n'y a que ça en fait qui est important dans la vie. Le reste, comme monter un escalier en marbre avec un lustre accroché au-dessus de la tête, c'est inintéressant et ça n'apporte absolument rien
Ou alors si ça apporte quelque chose, c'est pas de la bonne chose. Si c'est juste de la fierté ou un sentiment de supériorité, c'est nul, c'est zéro. Et je suis aussi en train de réfléchir par rapport à tout ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Ça, je me rends compte de plus en plus. C'est un constat qui est difficile à faire quand on est jeune, plein d'ambition. Et avec les années, et quand on voit ce qu'on perd et vers quoi on va, ça n'a plus aucune importance. Pour moi, en tout cas, ça n'a plus aucune importance. Voilà les amis, bon bah c'est là-dessus que je vais vous laisser parce que le tatoué m'a appelé pour aller manger. Alors, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo si elle vous a plu et j'espère qu'on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. With you, I wanna stay with you.